Cher maître, Armageddon est un monde dont le nom est devenu le synonyme de la guerre et de la destruction. Mais ce monde ruche n'a pas toujours été connu pour cela. Il a été pendant longtemps reconnu comme un astre industriel, véritable nœud commercial dont les armes et les équipements irriguaient de nombreux champs de bataille du 41e millénaire. Monstre d'acier et de fumée à 10 000 années-lumière au nord-est galactique de Terra. Et ce ne fut qu'en 941 que l'arrivée à proximité d'un immense spéciulque bouleversa son destin, une fois de plus. Dans une immonde répétition de la première guerre pour Armageddon, quelques 500 ans plus tôt. Une histoire que je vous invite à prendre connaissance si vous l'osez, car notre récit n'a rien à envier aux horreurs du passé. Armageddon est un monde à l'agonie, que des millénaires d'industrie ont petit à petit rendu inhospitalier à la vie humaine, en dehors d'immenses ruches qui essaiment à sa surface. Véritable termitière humaine, où vive et meurt une population corvéable à merci. À la tête de cet astre, rien de moins qu'un gouverneur planétaire qui a réussi l'exploit d'en être le maître absolu, Hermann von Straub, quatrième fils du seigneur commandeur Luther et survivant de tous ses frères. Un homme trapu, presque aussi large que grand et suffisamment gros pour paraître fort. Un être chauve dont les sourcils épais masquent un regard perçant, auquel il faut ajouter un monocle bionique posé sur l'œil droit depuis lequel des milliers d'informations transitent en permanence dans son esprit. Un homme convaincu de l'excellence de son jugement et de sa vision, seul ayant été capable de pousser et de le maintenir aux plus hautes fonctions d'Armageddon. Et ce sera cet excès de confiance qui le conduira à sa perte et à celle de son monde. Tout commença par des tempêtes warp d'une intensité sans précédent, signe avant-coureur du désastre à venir qui coupa le système du reste de l'Imperium. Le tarot de l'empereur était formel, une catastrophe était en approche, et, quand durant la fête de l'ascension de l'empereur, on vit à Elrich une immense statue de l'empereur Dieu pleurer du sang, deux stries pourpres partant du coin des yeux et descendant de son visage jusqu'à toucher le sol. Chacun fut alors persuadé que le pire était devant lui. Et ainsi, lorsqu'émergea un immense spéciulque depuis l'Immaterium, tous sûrs que les prévisions se réaliseraient. Mais pour von Straub, ce n'était que des débris ramenés par les tempêtes. Et si réellement un risque existait, il pourrait rapidement être maîtrisé par la marine impériale, qu'il fit donc envoyer à sa rencontre. Toutefois, la menace était réelle. Le spéciulque avait la taille d'une petite lune, éclipsant l'ensemble des navires de guerre, un monstre de métal tordu, forgé par l'agglomération d'innombrables vaisseaux, cargos, croiseurs, transports, tous fusionnés en une masse de matière, pareil à un poing brandi à la face de l'univers. Mais ce qui choqua le plus le regard était l'immensité des icônes barbares qui le recouvraient, promesse d'une destruction aveugle et d'une vitalité sauvage. L'amiral qui le vit le premier le nomma Alphus Alpha Alpha Sextus, et pour les gens d'Armageddon, on l'appela la griffe de la désolation, un nom qui porta à merveille lorsqu'il franchit le blocus de la marine impériale, détruisant dans le même coup la flotte qui se pressa à sa rencontre, celle-ci étant incapable de l'arrêter en raison de sa masse, la bête se contentant d'encaisser les torpilles et les missiles, jusqu'à enfin être assez près pour riposter. Car le spéciulque était constellé de canons, dont les tirs bien que imprécis finirent par faire mouche, par leur simple nombre. Se résignant, le vaisseau de tête, un cuirassé, tenta même de l'éperonner sans succès. Implacablement, il descendit directement sur le monde, tel un boulet de canon, fonçant en direction d'Armageddon Prime. Un bruit de tonnerre, et le sol se mit à trembler durant de longues minutes, puis le silence et l'obscurité. Tout Armageddon se couvrait d'une poussière telle que la nuit et le jour se confondirent durant de longues semaines, et l'ennemi venait de poser le pied sur ce monde. Rapidement, le seigneur commandeur von Straub donna l'ordre à la milice de la cité de Tempestora de se porter à sa rencontre. Ces hommes fiers n'étaient rien de moins que de pâles reflets de la Légion d'Acier, dont on pouvait les distinguer par leur absence de masque à gaz et de casque. Des attributs jugés superflus,
pour le rôle de défenseur de la ruche dont ils avaient la charge, mais qui maintenant les handicapait, car l'air de ce monde était toxique, même pour les natifs. Toutefois, cette considération ne rentra pas en ligne de compte. Ils avaient un devoir à accomplir. Leur maître leur avait ordonné. Il leur fallait donc détruire cet envahisseur, qui avait eu le malheur de survivre à la traversée. De plus, il ordonna qu'aucune demande de renfort ne soit faite à l'Imperium. C'était un problème qu'Armageddon se devait de résoudre seul. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, le Space Hulk avait survécu à la traversée atmosphérique et à son atterrissage, libérant ainsi lentement sa cargaison de malheur. Des millions d'orques se déversèrent sur le monde, impatients de semer la mort et la destruction. Une force telle que la milice fut rapidement réduite en cendres. Face à cette découverte, Von Straub ordonna le déploiement du 252e régiment de la Légion d'Acier, qu'il fit diviser en deux forces. Une première aéroportée, avec à sa tête le commissaire Sebastian Yarrick, se porterait à la rencontre de l'ennemi, alors que la seconde fortifierait les défenses de la cité ruche Volcanus. Le choix du vieux commissaire, alors âgé de 150 ans à ce moment-là, fut la meilleure décision qu'il prit, car le vieil homme, que des traits rajeunissants faisaient paraître 100 ans de moins, avait une grande connaissance des orques et de leur langage. Lorsque cette force fut attaquée par un véritable rideau de laser, le commissaire sut alors qu'il avait devant lui une armée aux proportions jamais vues. On lui avait tendu une embuscade qui fit s'écraser la majorité de ses véhicules. Dévastée, la demi-compagnie se regroupa tant bien que mal. Elle ne pourrait rien faire contre cette marée verte, et le commissaire fit donc ordonner une retraite vers la ruche Tempestora. S'il ne pouvait l'emporter sur l'ennemi, il gagnerait suffisamment de temps pour permettre aux défenseurs de la ruche Volcanus de se renforcer. Talonnés par les buggy et les motos orques, les survivants avançaient tant bien que mal, et lorsqu'ils finirent par tomber sur eux, ils surent qu'ils devraient vaincre ou périr. Aux portes de la ruche, ils se battirent comme des diables, formant un tout solide sous les ordres de Yarrick. Les hommes ainsi unis, ils finirent par l'emporter, mais une clameur avait émergé de la gorge de tous les peaux vertes. Ghazghkull, un nom qu'il brandissait tel une arme. Même s'il ne le savait pas encore, le commissaire Yarrick venait de connaître le nom de son ennemi. Lorsqu'il pénétra enfin dans la ruche, il n'y avait pas grand monde pour les accueillir. Le gouverneur était parti et seul son lieutenant vint à leur rencontre plein d'espoir. Mais les mots de Yarrick sonnèrent comme une sanction. Sacrifice. Sa ruche ne servirait qu'à ralentir les orques. Mais il avait un plan. Ayant servi son Armageddon durant plus d'un siècle, il en connaissait chaque ruche, il savait ce qu'il devrait faire. Cette cité était spécialisée dans le raffinage du prométhium, dont 20 immenses pipelines en amenaient depuis les désolations de feu des quantités faramineuses, qui se rejoignaient dans les manufactures de Tempestora, pour être ensuite acheminées à travers tout Armageddon, puis dans un impérium toujours assoiffé de cette ressource. Il ferait donc remplir les conduites d'eau de la cité par le liquide inflammable, et le moment venu, il y mettrait le feu, piégeant dans le même coup les orques qui auraient eu le malheur d'y pénétrer. Mais pour cela, il fallait donner le change dans une parodie de défense, afin d'endormir la méfiance de l'ennemi. Et en parallèle, le gouverneur par intérim fit ordonner l'évacuation de la ruche. 50 millions d'habitants se jetèrent ainsi dans les désolations de cendres, entre les ruches, dans un espoir futile d'échapper à la furie des peaux vertes. Mais l'arrêté d'Armageddon les rattrapa bien vite. Où iraient-ils sans eau et sans nourriture, dans un désert de cendres sous un ciel que le Space Hulk avait rendu en permanence crépusculaire? Mais la peur est un moteur, et ils partirent toutefois risquer tout ce qu'ils avaient, pour un peu d'espoir. Seul désormais, Yarrick, ses hommes survivants et ce qui restait de la milice, se porta au rempart, fébrile. Ils avaient encore une pièce à jouer. Un bruit de tonnerre, puis les beuglements rauques des orques se firent entendre. Encore ce nom, toujours ce mot, Ghazghkull, 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 le son de la foi. Ce n'était pas le nom d'un chef, mais celui d'un prophète, leur prophète. Une ombre émergea de la horde, et de sa voix profonde, animale, il fit connaître à tous son véritable patronyme, Ghazghkull Magrok Traka, un nom qui glaça le sang des défenseurs,
un nom à même d'unir tous les orques de la galaxie. Puis, l'assaut débuta, l'ennemi concentrant l'ensemble de ses efforts contre les lourdes portes de la cité, pendant que lentement, celles-ci se remplissaient de prométhium. Rapidement, elles tombèrent, libérant du même coup une marée de peau verte. Il était temps de se replier, calmant la honte qui l'animait, et Yarrick sonna la retraite. Il le savait, il ne pourrait en être autrement. La ruche était perdue. Un boom retentit, puis un autre, et encore un autre, et la ruche s'embrasa. Les impériaux restants se dirigeant maintenant vers la ruche Volcanus, futur objectif de la Horde. Lorsque le convoi quitta la ruche en flammes, il passa discrètement le long de la cité, pour voir au loin un seul chariot de guerre, duquel émergeait un rire tonitruant. Ils avaient réussi à amuser le seigneur Orc. Sa guerre promettait d'être passionnante. Face à cette destruction, Hermann von Straub prit une décision. À ses yeux, Armageddon Prime devrait se débrouiller seul. Il fit donc mettre les hommes de la Légion d'Acier en garnison dans les cités ruches de Armageddon Secundus, convaincu que la jungle équatoriale qui les séparait serait infranchissable pour les orques, laissant Yarrick et ses hommes seuls face aux peaux vertes. Mais la ruche Volcanus était réputée dans tout Armageddon pour sa production d'armes, ses fusils et ses munitions, étant destinés à l'exportation à travers tout l'Imperium. Et les quelques jours de répit qu'avait offert le commissaire avaient été bien utilisés. On avait fortifié les défenses, on avait armé plus de 10 millions de citoyens, qui venaient maintenant renforcer les demi-compagnies de la Légion d'Acier et la milice locale. Le moral était au plus haut, car tous savaient le destin de Tempestora. Ainsi, lorsque la Horde atteint ses murs, les combats furent encore plus intenses et les moments de bravoure plus spectaculaires. Mais les impériaux avaient un plan. Lorsque la vague orque vint s'écraser contre les murs, la petite force survivante du commissaire Yarrick attaquèrent l'arrière de l'armée afin de la prendre en tenaille, créant ainsi une confusion dans ses rangs. Une tactique qui eut pour effet de réduire l'ardeur de l'attaquant. Rapidement, les rangs des orques se clairsemèrent, ce qui fit prendre conscience au commissaire qu'on se jouait d'eux. La Horde était innombrable contre les murs de Tempestora. Elle ne pouvait donc pas être complète ici. C'était un piège. Une seconde force arriva ainsi derrière celle de Yarrick, une horde s'étendant à perte de vue, dans les deux directions. Une mer de métal, capable d'encercler la ruche totalement. Ghazghkull venait lui aussi de le prendre en tenaille, puis, émergeant d'un million de gorges, un rire, les orques se moquaient de la bêtise des humains, qui, dans le désordre, se retournèrent à la sécurité toute relative de la ruche. L'attaque reprit ensuite, mais cette fois, sur tellement de fronts que les défenseurs peinèrent à tous les repousser. C'était un chef-d'œuvre de coordination, ce qu'aucun orc n'aurait pu imaginer. Mais Ghazghkull lui était parvenu. Les Stampas, d'immenses marcheurs pareils à des dieux de métal, équipés de boulets de la taille d'un char d'assaut, attaquèrent les murs avec une telle intensité qu'ils réduisirent le béton rocheux en une poudre blanchâtre, transformant les fissures en brèches, d'où émergeaient de massifs chariots de guerre. En parallèle, les Shock Boys, des orques ayant attaché sur leur dos une roquette, franchirent les murs, leur hurlement de joie se mêlant au bruit des explosions. Toutefois, ce n'était qu'une partie de la Horde, le gros de celle-ci s'attaquant aux portes principales, à l'aide d'un immense chariot de guerre, sur lequel était posé un canon tracteur, dont le rayon d'énergie fut suffisant pour arracher les lourds battants du mur, laissant ainsi pénétrer les orques dans la ruche. La bataille se transforma alors en guerre urbaine, chaque mètre carré étant protégé par des défenseurs au péril de leur vie. Mais encore une fois, Ghazghkull s'adapta. S'il ne pouvait conquérir la ville, il la détruirait, et il usa ainsi de ses marcheurs pour la réduire en cendres. Face à cela, la vérité sauta aux yeux du vieux commissaire. La défaite était inévitable. Il faudrait des renforts de l'Imperium si Armageddon souhaitait l'emporter. Au diable les ordres du seigneur commandeur von Straub. Si celui-ci daignait le faire, il le ferait à sa place. Résolu, il se fit une autre promesse.
aucune autre ruche que je défendrai ne tombera. Par le trône, je le promets. Je n'y trouverai peut-être pas son pardon, mais j'y mettrai fin à ma honte. Il lui faudrait toutefois gagner du temps pour mettre à bien ses plans. Et ainsi il fit une offre aux prisonniers de l'île Némésis, située à proximité de la ruche, qui ne pouvaient refuser. La rédemption, sous la forme d'une juste croisade contre les peaux vertes, afin d'y faire s'enliser de quelques jours de plus les orques. Il quittait ensuite la ruche en flammes, à l'aide d'un véhicule, accompagné dans sa lâcheté par une cohorte de réfugiés, des millions d'âmes qui fuyaient les combats, et amer il se dit qu'il ralentirait peut-être la horde quelques jours de plus. Puis, il fut transporté de l'autre côté du continent, jusqu'à la ruche Infernus, grâce à la complicité de quelques généraux qui prenaient conscience de l'étendue de la force ennemie et de la nécessité d'y faire face. En traversant Armageddon, il se rendit compte que la saison des ombres avait commencé, une période cyclique où les montagnes volcaniques de la planète entrent en éruption, obscurcissant ainsi le ciel et lui faisant prendre une teinte rougeâtre, présage des carnages à venir. Sortant de la Valkyrie, il se dirigea d'un pas décidé vers le siège de l'Abdetus Astra Telepathica, siège du cœur astropathique, afin d'y envoyer un message dans le Warp. Un cri en direction de l'Abdetus Astartes, un appel à l'aide, qui fut froidement puni par Von Straub. Celui-ci, n'acceptant pas que l'on outrepasse ses ordres, et il ordonna que l'on exile le commissaire Yarek dans la ruche Hadès, où il formerait la prochaine génération de la Légion d'Acier, loin des combats. Après avoir ravagé l'entièreté d'Armageddon Prime, dont la petite cité ruche de Morekage, les orques se tournèrent vers les jungles, bien que le maître d'Armageddon la pensait infranchissable. Ce fut l'inverse qui se produisit. Au lieu de les ralentir, cet obstacle les stimulèrent, les poussant à se surpasser. Les peaux vertes se délectèrent d'attaquer la flore et la faune, tandis que leurs mecs, sortes d'ingénieurs, érigeaient des ponts flottants ou projetaient des champs de force entre les fleuves. Ils progressaient plus rapidement que ne l'aurait fait toute armée impériale. Infanterie, blindés, marcheurs, tous émergèrent sans encombre de l'autre côté de la jungle, directement sur Armageddon Secundus. Face au désastre à venir, Von Straub prit encore une décision inconsidérée. Il y avait stationné sur Armageddon Secundus une légion de titans, en garnison afin de défendre ses précieuses ressources industrielles. Elle se nommait les Iron Skulls, ou anciennement connue sous le nom de Legio Metallica. Des marcheurs d'une taille prodigieuse, véritable forteresse mobile, et il ordonna à son commandant, le princeps Kurt Mannheim, de se diriger seul face à la horde, certain que sa légion serait plus que capable d'en venir à bout. Une stratégie à ce point irréfléchie qu'elle fit dire à Mannheim que Von Straub était le plus grand gaspillage de chair et d'os né au cours des 500 dernières années. Mais il était lié par serment, et la loi impériale stipulait qu'il devait obéissance au seigneur commandeur. Et il se résigna donc à exécuter ses ordres, enfilant ainsi son uniforme de parade et montant dans son titan empereur, ce style Hammer, en direction d'une mort certaine. Mais les ordres du seigneur commandeur ne furent pas complètement respectés. Une sédition dans les rangs des soldats poussa plusieurs compagnies de blindés à se joindre aux Iron Skulls, dans l'espoir d'arrêter là la horde Xéno. Alors que les orques fonçaient à travers les déserts de cendres en direction des ruches d'Armageddon Secundus, les imposants marcheurs et les tanks de l'Astra Militarum se portèrent à leur rencontre. Il se joua ici une bataille épique qui vit les orques tomber par milliers. Mais la riposte, elle, fut terrible, émergeant des rangs d'immenses gargants, parodies orques des majestueux titans, se jetèrent sur la Légion, et tandis qu'elle était occupée à combattre, des Dreadmops, véritables tueurs de tanks, avançaient à travers les tempêtes d'obus impériaux, accompagnés d'une cohorte de tanks qui firent pencher la balance du côté peau verte. Lentement, les duels entre les marcheurs impériaux et les orques tournèrent en faveur des Xénos. Puis, on commença à voir émerger d'imposants nuages en forme de champignons s'élever des titans impériaux détruits. Des explosions d'une telle intensité qu'elles creusaient la roche et réduisaient en cendres de nombreux orques. Mais, face à l'issue inévitable du combat,
le style Hammer, d'envoyer un vox à tous ceux encore en vie pour l'entendre, leur ordonnant de se retirer et de survivre, afin de préserver la Légion Metallica pour qu'elle puisse se venger des orques. Puis, il fit sonner son corps de guerre une dernière fois, et, lorsque son titan empereur tomba contre les coups de son 4e Gargan, le triomphe des peaux vertes fut de courte durée, car il se transforma alors en un soleil brûlant, une supernova qui creusa un cratère de près d'1,5 km de long, et qui tua dans le même coup 3 autres Gargans et près d'1 millier d'orques. Malheureusement, ce ne fut pas suffisant pour arrêter la horde qui se déversa ensuite sur Armageddon Secundus, sans entrave. Mais là encore, Ghazghkull montra qu'il avait autant de Gorks que de Morks, qu'il était autant brutal que rusé, usant de l'aura de terreur associée à son armée et profitant du départ du seigneur commandant von Straub pour la ruche Tartarus. Et il conclut un accord avec son régent, qui lui livra la ruche Infernus sans combattre, transformant ainsi ses citoyens en esclaves et ses usines en manufactures, dont sortiraient désormais autant de tanks afin de nourrir sa guerre. Et il divisa ensuite son armée en deux. L'une d'elles se dirigerait vers la ruche Hadès, alors que la seconde porterait la guerre vers celle de Elrich. Lorsque les deux sièges débutèrent, von Straub y commila sa dernière infamie. Depuis la ruche Tartarus, il ordonna le lancement d'une arme secrète, plus ancienne que l'Imperium lui-même, des bombes virales issues des arsenaux personnels de sa famille. Son objectif était simple, il souhaitait rien de moins que l'éradication de tous les orques de la planète. Et pour ce faire, il avait lancé ses missiles sur chacune des ruches tombées, ainsi que sur celles dont l'ennemi était en train de porter le siège. Mais la vétusté des armes empêchèrent nombreuses d'entre elles d'exploser. Armageddon Prime fut complètement épargné, alors que les ruches Hadès et Elrich subirent le plus gros de l'assaut. Heureusement, la nature corrosive de l'atmosphère d'Armageddon avait rendu les ruches étanches à son air vicié, et seuls les défenseurs présents sur les remparts se transformèrent en bouillie. Ce fut paradoxalement l'ordre du seigneur commandeur qui causa le plus de dévastation dans les rangs orques, tuant dans le même coup l'avant-garde des attaquants. Mais ce n'était pas suffisant, et le siège reprit bien vite. On n'entendit par la suite plus parler du gouverneur planétaire, du moins jusqu'à la fin de cette guerre. À Elrich, les superpétroliers furent reconvertis, afin de faire traverser l'océan des tempêtes à une grande partie de la population. Et une fois que le dernier navire eut quitté le port, ceux qui restèrent jurèrent que la cité ruche ne tomberait pas, tant que l'un d'entre eux vivrait. Des équipes suicidaires chargèrent les camps orques durant la nuit, équipés d'explosifs artisanaux, tandis que les ouvriers du port soudèrent les cabines blindées de leurs grues, afin de combattre les gigantesques gargans qui se déchaînaient dans les rues. La guerre fut totale. Chaque rue, chaque maison, chaque mètre carré fut défendu. Mais à la fin, Elrich tomba aux mains des orques. Paradoxalement, ce fut une énième défaite des impériaux qui fut le point de basculement de cette guerre, le siège de la cité ruche d'Hadès. Celle-ci avait été profondément transformée par le commissaire Yarrick, dont le rôle initial de formateur de la Légion d'Acier avait été supplanté par la réalité du conflit. Il était maintenant le maître de la ruche, et sa connaissance de la pensée orque allait une fois de plus faire merveille. Lors de son arrivée, il prit conscience des atouts de cette ruche. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres. Un enchaînement tentaculaire et montagneux de manufactures et d'habitations, qui se fondaient les unes dans les autres. Mais en réalité, elle s'en distinguait par son déclin. La principale industrie d'Hadès étant l'exploitation minière et le raffinage des minéraux. Une production mesurée en millions de tonnes chaque année, mais inexorablement celle-ci déclinait. Une veine après l'autre, les gisements se raréfiaient, tapissant ainsi toute la cité ruche d'1 millier de galeries. De plus, la ruche avait été bâtie autour d'une forteresse, une alcoologie, un projet visant à créer une cité autonome et inviolable. Une autre spécificité que le vieux commissaire saurait utiliser. Ce déclin avait aussi renforcé les gangs qui maintenant pullulaient dans le sous-monde, et Yarrick leur fit une proposition qu'ils ne pouvaient refuser. Une place à ses côtés à défendre leur ruche, en échange d'une chance de quitter les bas-fonds.
usant des gangers, de la milice, des citoyens et bien entendu de la Légion d'Acier. Il fortifia la ruche, piégeant ses galeries, afin d'y préparer des embuscades, minant ses routes et consolidant ses défenses, jusqu'à être fin prêt lorsque l'armée des peaux vertes se jeta contre ses murs. À sa tête, le chef de guerre, Ugulhard, dont Ghazghul avait donné pour mission de faire tomber la ville. Mais le plan ne se déroula pas comme prévu, alors que la horde se dirigeait vers la ruche depuis la route principale, seule à être suffisamment large pour les accueillir. Il eut un boom, comme un bruit de tonnerre, et la terre sous leurs pieds s'effondra, ce qui plongea l'arrière de la ligne dans les abysses de la planète, en emportant avec elle tanks, marcheurs et soldats orques. Puis, l'obscurité se teinta d'éclairs, lorsque la Légion d'Acier, guidée par les ruchiers, prit en embuscade les orques désorientés. Avec son arrière-garde sous terre, le reste de sa horde se trouva désormais bloqué entre les murs de la cité et une crevasse de plus de 100 mètres de long. Apeurées, les peaux vertes furent prises de panique, et dans le désordre elles s'enfuirent, en entendant derrière elles résonner depuis la ruche un nom qui portait en lui les espoirs des défenseurs et la crainte nouvelle des attaquants. Yarrick, Yarrick, Yarrick. Mais les orques n'en restèrent pas là, et bombardèrent la ruche aléatoirement pendant plus d'1 heure, aveuglant l'artillerie impériale, qui était maintenant incapable de savoir où se trouvait l'ennemi, leur laissant ainsi le temps d'ériger un mur de métal à côté de la fosse, depuis lequel ils descendirent désormais à l'aide d'immenses échelles. Ils venaient d'ouvrir un deuxième front sous terre, mais là encore, la résistance fut féroce, chaque boyau, chaque tunnel fut âprement disputé. Alors que les orques finirent par l'emporter, le commissaire ordonna de les condamner, piégeant ainsi les orques et les défenseurs sous terre. Ivre de rage, Ugulhard lança l'assaut contre les murs extérieurs, hurlant le nom du commissaire et ordonnant à des milliers d'orques de gravir les fortifications à l'aide d'échelles de fortune. Inexorablement, ils finirent par atteindre le sommet avec Ugulhard à leur tête. Se portant à sa rencontre, le commissaire Yarrick se jeta sur lui, et dans un combat à mort où le Big Boss lui trancha le bras droit jusqu'au coude à l'aide de sa pince énergétique, Yarrick réussit à surmonter la douleur et décapita l'orque d'un seul revers de son épée tronçonneuse. Puis, il arracha la pince du corps encore secoué de convulsions de son ennemi, et la leva bien haut, afin que tous puissent le voir, brisant ainsi le moral des peaux vertes, qui furent alors repoussés de la ruche. Et ce ne fut que lorsque la bataille fut gagnée que le commissaire s'autorisa à sombrer dans l'inconscient. Sa légende venait alors de gagner le cœur des orques. Ses commandants, ne sachant pas comment percer les défenses de la cité, Ghazghul reprit la tête de sa horde contre Hadès, essayant alors toutes les stratégies que Gork et Mork lui avaient enseignées. Sous le couvert de l'obscurité, des milliers de véhicules orques tentèrent une attaque éclair, pour finalement se retrouver bloqués par les tranchées, ou des bâtiments effondrés, depuis lesquels de petites escouades armées de lance-missiles les décimèrent. Une autre tentative consista en assaut aérien depuis un immense dirigeable qu'il fit atterrir sur la ruche. Mais Yarrick avait anticipé la manœuvre, et la zone avait été préalablement minée, détruisant l'aéronef avant que les orques ne puissent poser le pied sur la cité. Ghazghul rassembla alors ses commandos en une immense force d'infiltration, et leur ordonna de chercher à en pénétrer dans la ruche depuis les conduites de ventilation et les égouts. Mais aucun orque ne revint de cette mission. Il changea alors sa stratégie pour opter pour un assaut direct. Des gargants et autres marcheurs s'emprirent alors directement au mur de la cité. Et encore une fois, Yarrick y trouva une parade. Organisant un tirage au sort, il lança des escouades kamikazes armées de bombes à fusion qui dans la nuit firent exploser les engins orques. Écumant de rage, Ghazghul lançait un bombardement massif de la ruche, la réduisant en cendres. Mais chaque fois que les orques tentaient de mettre le pied dans la ruche, les impériaux émergeaient alors des décombres pour les repousser. Et ainsi de suite durant 6 longs mois, qui virent la légende du commissaire Yarrick se propager. Fin connaisseur de la culture orque, il avait su se faire de Ghazghul un rival que chaque orque avait appris à craindre. On murmurait dès lors qu'en plus de sa pince énergétique, il avait maintenant le mauvais œil, un pouvoir capable de foudroyer les orques d'un seul regard.
Et ses couleurs étaient aussi celles de la tribu des Goths, noir avec une bordure rouge, ce qui renforçait encore son estime, car c'était là la couleur de Ghazghkull. Lentement, les orques se persuadèrent que la ruche ne tenait que grâce à cet homme, et qui était l'égal de leur chef et de leur prophète. Toutefois, en parallèle, la dévastation d'Armageddon Secundus se poursuivait. Une autre armée d'orques était désormais sur le point de submerger les cités ruches d'Achéron et de Tartaros. Et ce fut à ce moment-là que le ciel se mit à exploser, dans un bombardement orbital qui creusa des cratères fumants, en lieu et place de la Horde. Et alors qu'ils écarquillaient les yeux vers le ciel, ils virent des Thunderhawks sortir des nuages. L'espèce marine venait d'entrer en scène. Une force combinée du chapitre des Blood Angels, Ultramarines et Salamanders se déversèrent sur l'armée peau verte. Et les orques goûtèrent alors leur première défaite. Mais à ce moment-là, Ghazghkull avait tourné toute son attention contre la ruche Hadès et ne contre-attaqua pas. Ce siège est devenu son obsession. Finalement, alors qu'il réussit enfin à franchir la dernière ligne de défense de la ruche, il commença son saccage, mais ne trouva pas sa némésis, le commissaire gisant mort avec les autres défenseurs. Regroupant ses orques, le chef de guerre hurla sa rage. C'était comme s'il avait désormais perdu son envie de se battre. Et lorsque l'Abdetus Astartes reprit la ruche, il les laissa faire, il était déjà parti. Exterminant tous les Xénos, ils finirent toutefois par retrouver le commissaire. Son cadavre d'or brisé dans les ruines de la cité était entouré du cadavre d'une dizaine d'orques, mais il était encore vivant. Inexorablement, la victoire venait de changer de camp. Menée par le commandeur Dante, maître du chapitre des Blood Angels, l'espèce marine avait su repousser efficacement les peaux vertes, jusqu'à la bataille décisive au pied des murs de la ruche Tartarus, où le maître du chapitre, Tuchan, et ses guerriers Salamanders se battirent aux côtés des Blood Angels, dans un combat épique qui vit la Wag être complètement repoussée. Mais on ne retrouva pas le corps de Ghazghkull. Le chef Xéno avait disparu. Certains orques jurèrent que Gork s'était penché pour extirper son élu, alors que d'autres prétendirent qu'il avait fui vers un obscur monde de l'Ultima Segmentum. S'ensuit ensuite un long génocide, ordonné immédiatement après la fin de la guerre, pour purger le monde des orques. Campagne où la 3e compagnie des Blood Angels s'illustra sous le commandement du jeune capitaine Erasmus Tico. Mais, durant celle-ci, il fut grièvement blessé, survivant en emportant avec lui les traces de son combat. La moitié droite de son visage était en ruine et l'autre côté figé dans un horrible rictus. Et seule une plaque en or évitait de contempler trop longtemps l'étendue de la dévastation. Toutefois, la victoire avait souri aux impériaux, et Dante loua l'héroïsme de Tuchan. Quand les 3 chapitres quittèrent Armageddon, ils emportèrent avec eux les dépouilles de nombreux frères de bataille, mais non sans avoir gagné le respect et l'amitié de nombreux soldats. La 2e guerre pour Armageddon venait de se finir, et avec elle commençaient les événements qui précipiteraient la 3e d'entre elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me permets cet aparté afin de vous faire part d'un projet que ma femme et moi avons mis sur pied. Dans le cadre du Tipeee de la chaîne, si vous souhaitez participer à son développement, il vous est maintenant possible en contrepartie d'obtenir un magnifique porte-clés fait main aux couleurs de la célèbre Légion d'Acier. De quoi vous faire plaisir avec un produit artisanal, tout en me permettant d'acheter les différentes sources et équipements indispensables à l'amélioration de la chaîne. Bon visionnage à vous et à très bientôt.